Dire que c'est fini, c'est aller trop vite en besogne. C'est important pour vous d'avoir ces connaissances historiques. Pour pouvoir agir aujourd'hui, il faut avoir une connaissance solide de l'économie, de la dette, de la situation économique mondiale. Crack de 1929, ça ressemble un peu au mouvement actuel. Le 24 octobre 1929, les cours de la bourse de New York s'effondrent après des années de hausse continue. C'est le jeudi noir. L'action concertée des banquiers enraye le krach en fin de séance, mais la chute vertigineuse reprend la semaine suivante. L'effondrement boursier n'est alors qu'un premier pas dans la crise. La ruine des spéculateurs à crédit conduit à une vague de faillites bancaires, la confiance dans le système financier est ébranlée. En 3 ans, les ruées sur les dépôts font disparaître la moitié des banques aux États-Unis. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a appris des leçons du passé. Donc, ne serait-ce qu'en 2008, Bernanke, c'était l'ancien président de la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, a fait une thèse sur 1929, d'accord ? Son doctorat, il l'a fait sur 1929, et il a dit on ne va pas revivre la même chose. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a soutenu les banques. Le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, est l'un des hommes les plus puissants au monde. C'est lui qui tient les rênes de la Banque centrale américaine, une institution contrôlée à la fois par les secteurs publics et privés. Que serait la vie sans la Réserve fédérale ? Inutile de spéculer. Nous le savons bien puisque la Réserve fédérale n'a été créée qu'en 1913. Le 19e siècle a connu des crises financières où les gens se ruaient dans leurs banques pour retirer leur argent, entraînant la chute de la bourse. Ray a voulu se doter d'une banque centrale capable de gérer ces crises et c'est ainsi qu'a débuté le processus de création de la Réserve fédérale. Bonjour et bienvenue sur Breaking News. Moins de 2 ans après son entrée en fonction, le président Bernanke a dû faire face à la plus importante crise financière depuis la Grande Dépression. En cas de panique, lorsque les gens retirent leur argent des institutions financières, la Banque centrale octroie des prêts à court terme pour conserver la stabilité des banques. C'est ce que nous avons fait en 2008 et en 2009. Il a soutenu l'économie. D'ailleurs, à l'époque, on avait remis 700 milliards de dollars aux banques. Et ça a continué, les marchés avaient continué de baisser. Sauf que là, en 2020, le programme est sans commune mesure avec 2008. C'est sans commune mesure, l'argent coule à flot. Est-ce que vous voyez pourquoi il ne faut pas s'exciter aujourd'hui ? Est-ce que vous comprenez pourquoi Warren Buffett dit pour l'instant je vais attendre un petit peu, Carl Icahn, moi-même à mon humble niveau, je dis ouais, je préfère ne pas m'exciter quoi. Vous avez compris que les fondamentaux aujourd'hui sont moyens. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Les fondamentaux sont moyens. Tout le monde est d'accord avec moi ? Ce qui aujourd'hui soutient les marchés, c'est la Fed et la BCE. Bien sûr, elles peuvent soutenir le marché à court terme et même pendant quelques mois. Donc, ce n'est pas impossible d'avoir un S&P qui fait les nouveaux plus hauts. Ce n'est pas impossible. Maintenant, c'est dans quel état l'économie se trouve. C'est pour ça que moi, je suis très prudent. Et c'est pour ça que moi, je le dis, je peux me tromper et je m'en fiche. D'accord ? Parce que c'est ma décision. Comme je vous l'avais dit, et je l'ai dit également à mes étudiants, j'ai dit voilà, on est tous différents. Et chacun a sa psychologie. Il y a des gens qui sont impatients, d'accord ? Qui veulent absolument se positionner. Dans ce cas-là, vous faites du DCA, Dollar Cost Averaging. Ça veut dire quoi ? Et ça, je l'avais dit il y a plus d'un mois. Ça veut dire que tu mets un cinquième de ton capital. Tu investis. Tu te dis, je ne sais pas. Je pense que c'est une bonne opportunité. Et pourquoi pas ? C'est vrai qu'on est sur des bons prix. Mais tu investis à long terme. C'est-à-dire que même si ça se casse la figure, ce n'est pas grave. Tu investis avec, dans ta tête, un horizon 10 ans, 20 ans. D'accord ? Ça, c'est la première manière d'investir. La deuxième manière d'investir, et ça, c'est une manière classique qui a fait ses preuves, qui marche bien. Voilà, un petit moment pub. Dans TKL LFA, je vous développe plein de portefeuilles, dans TKL Invest également.
Et ces portefeuilles, ils marchent super bien. Il y a plusieurs étudiants qui en ont ouvert et ils m'ont dit, voilà, ça se passe super bien. Malgré la crise, leurs portefeuilles ne se sont pas effondrés, loin de là. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est plus cette notion de timing. Et ça, c'est une logique qui est finalement liée à la patience. C'est-à-dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui ne le feront pas. Mais ça veut dire patience. Et ça veut dire, tu as la bonne psychologie pour le faire. Et tu t'excites pas et t'as pas. Moi, je suis un homme public, entre guillemets. Hein. Voilà, il y a des personnes bien plus connues que moi. Mais quand même, on a une grosse communauté, on a pas mal de gens qui me suivent, etc. Donc, quand je dis quelque chose, je m'engage et beaucoup de gens, ils vont me reprendre. Par exemple, BNP, oui, tu as raconté n'importe quoi, ou Société Générale. Et puis ensuite, quand ça a baissé, il n'y a plus personne. Mais ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux dire, c'est que premièrement, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Deuxièmement, j'ai envie de l'écrire, formez-vous, d'accord? Et troisièmement, encore une fois, c'est de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs évolutions possibles. Moi, je vous sors juste des infos. C'est-à-dire, depuis des années, je suis haussier. Depuis des années. Et c'est la première fois où je suis aussi prudent. Pourquoi? Parce que là, on a trop de choses en même temps. Et même sur un plan graphique, parce que c'est ça. Je reviens ici sur un point extrêmement important. J'ai envie de vraiment revenir sur ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que plusieurs de mes étudiants, on l'a vécu ensemble, cette situation. C'était ça. C'était la crise de 2014. Voilà. Là, à ce moment-là bien précis, on a Jim Rogers, Tom DeMark qui nous disent c'est la fin du monde. Jim Rogers, Tom DeMark. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo. One widely followed technical analyst, Tom DeMark. Tom, welcome and take it away. Great to be back, Rick. I appreciate it. Thank you. I think on October 9th we came out with a release. At that time, we said that we had identified a comparison which seemed to be pretty correct at the time. We still feel that way, that the Dow Jones 1929 current markets were almost an overlay. Et nous sommes en 2014, d'accord? Vous voyez par là. Et là, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous vous rappelez de Soros. Est-ce que vous vous rappelez de Soros? Soros nous disait le marché va s'effondrer, attention, il faut vendre. On a Tom DeMark qui en octobre 2013, donc par là, nous disait le marché va s'effondrer. On aura l'équivalent du crack de 1929. Là, on a Jim Rogers qui nous disait vendez tout, sauf qui peut, le marché va s'effondrer. Eh bien là, les TKLiens ont acheté parce qu'on n'avait aucune raison d'être vendeur. Là, on était également acheteur. Là, il y a eu des vendeurs parce que c'était intéressant sur un plan scalping. Là, on était toujours acheteur. Et là, on était quasiment tous vendeurs. D'accord? On était quasiment tous vendeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est là. Quand le marché s'est retourné, il y a beaucoup de gens qui disaient le crack va commencer. Jim Rogers disait vendez tout, sauf qui peut, etc. Et c'est là où nous, effectivement, on n'est surtout pas tombé dans le piège. C'était là, hein, c'était le plus bas. Et puis, on a eu effectivement des indicateurs techniques qui s'étaient retournés et ça devenait hyper intéressant. Donc, justement, l'idée, c'est que quand vous voyez les grands gourous, les grands experts, souvent, ils vont vous induire en erreur. J'avais dit à mes étudiants, alors on voyait ici ces gars-là, Tom DeMark qui disait c'est un marché baissier, ça va se casser la gueule, c'est le crack de 1929. Tom DeMark, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Tom DeMark, c'est le meilleur, entre guillemets, analyste technique au monde. Entre guillemets. Hein. Pourquoi? Parce qu'effectivement, beaucoup de gens disent, premièrement, ils conseillent certains des meilleurs gérants de portefeuille au monde. Et Tom DeMark, justement, regardez ce qu'il disait en 2013. Vous voyez ici, 2013, il disait, il y a un parallèle avec 1929.
Et ce gars-là, ses analyses, il les facture plus de 1 000 € par mois. Il conseille Paul Tudor Jones, il conseille Steve Alan Cohen, il conseille les meilleurs traders au monde. Ce n'est pas un neuneu. Et c'est quelqu'un qui est reconnu comme l'un des meilleurs traders. Et regardez ce qu'il disait. Il disait c'est la même chose que 1929. Et moi, j'ai dit au même moment, je vous montrerai la vidéo, mais au même moment, je disais il ne faut pas suivre Tom DeMark, c'est de la connerie. Donc c'est juste pour vous dire, pour vous remettre dans le contexte. Et justement, ça avait baissé un petit peu, mais il n'y avait rien de méchant. Rien de méchant. D'accord? Par contre, aujourd'hui, pour moi, la situation, elle est plus moyenne qu'en 2014. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique parce que ça peut encore remonter. D'accord? Mais ça veut dire que là, j'ai quand même beaucoup plus d'informations négatives qu'en 2014. En 2014, je n'avais pas d'informations négatives sur un plan technique. Aujourd'hui, on a le technique et le fondamental. On a tout, on a la totale. C'est ce qui me pousse à être prudent. Et donc, je vais ici analyser à très long terme le marché. Est-ce que vous êtes chaud pour une analyse à long terme ou pas du marché? Yes ou yes? Oui ou oui? Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Alors, j'ai vraiment envie que vous soyez concentrés avec moi. Alors, ici, on revient sur 1929. On a eu, je vais l'agrandir, je vais même le mettre en mensuel parce que ça va être plus sympa. Ici, c'est un graphique mensuel du crack de 1929, d'accord? Donc, on a eu une baisse en 3 temps, 3 mois, d'accord? Le sommet, il s'est fait à 400 $ ici. 400 $. Et on a eu 3 mois de baisse. Vous voyez? 1, 2, 3. La baisse, elle a... Je vais ici mettre... Non. Je vais d'abord reprendre. Voilà, super. La baisse, elle a le mouvement, il a démarré ici. Hein. On est en 1921. Et le mouvement, il s'est dessiné de 1921 à 1929. Ça ressemble un peu au mouvement actuel, entre 2009 et 2020, d'accord? 10 ans environ. Première similitude. Deuxième similitude, on a un marché qui a baissé fortement et puis on a eu un rebond. Le rebond, vous voyez, il dure 1, 2, 3, 4, 5 mois. Jusque-là, tout va bien. Donc on a 3 mois de baisse et on a un rebond qui dure 5 mois. Le rebond, il va retracer l'équivalent de 50% du mouvement précédent. C'est-à-dire que toute cette baisse, on a un retracement de 50%. D'accord? Et ça va quand même tenir. Ça va quand même tenir. Et puis, vous allez avoir vraiment la cassure par là. En octobre 1930. Donc, récapitule. On a un sommet qui est dessiné en août 1929. Le crack démarre en septembre 1929. On a une baisse de 3 mois, suivie par une reprise de 5 mois. Ça nous donne 8 mois. On est bien d'accord? Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois. Et puis là, vous avez le marché qui s'effondre littéralement jusqu'en 1932. Et on est bien d'accord que ça, c'est le premier point. Déjà est-ce que vous voyez un peu le principe? Parce que c'est important de voir ce qu'est un vrai crack. Pas de se dire, histoire. Et après, je vais vous dire ce qui est bien dans ce scénario et ce qui n'est pas bien. Je vais vous expliquer également juste après. Mais ça vous plaît ou pas? Merci, t'es au top, Tammy. Merci, Pierre. Vous kiffez ou pas, les amis? Il y avait la Fed, José, il y avait la Fed, mais la Fed, je vais y revenir après, mais la Fed n'est pas intervenue. La Fed n'a pas calmé le jeu. Et justement, la Fed aujourd'hui est intervenue
Mais je vais y arriver après. Mais ici, encore une fois, on voit finalement un mouvement qui ressemble à ce qui s'est passé. Oui ou oui. Là, cette hausse en 1928, et on a eu une hausse jusqu'au sommet, alors c'est pas mars, ça aurait été très bien, mars 1930, ça aurait été génial, hein, mais non. Mais on a eu quand même une année de hausse. Et on est bien d'accord que là, on a corrigé une année de hausse. Oui ou non? Oui. On a corrigé une année de hausse. Mais on n'a pas corrigé un mouvement qui a démarré en 1921, qui est un mouvement extrêmement haussier. Par contre, on a cette première jambe de baisse, ensuite on a cette reprise en 5 mois, ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, d'accord? Ça veut dire que la baisse, elle va se faire en octobre 2030, c'est-à-dire une année après. Donc ici, on a démarré en 1929, septembre 1929, et la baisse, la vraie baisse, la grosse baisse, va se faire une année après. Est-ce que vous voyez pourquoi il ne faut pas s'exciter aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez pourquoi Warren Buffett dit pour l'instant je vais attendre un petit peu, Carl Icahn, moi-même à mon humble niveau, je dis ouais, je préfère ne pas m'exciter quoi. Je parle bien d'investissement, long terme. Je ne parle pas de trading. Trading, il y a des trucs à faire. Mais je parle d'investissement, investissement. Deux choses différentes. Et donc, ensuite, on a un marché qui s'effondre littéralement. Et ça va nous donner effectivement un énorme marché baissier. Alors, il y a tout à l'heure quelqu'un qui disait « Oui, mais tu as oublié qu'il n'y avait pas la Fed à l'époque. » Il a raison. Il y avait la Fed, elle existait. Mais la Fed à l'époque n'a pas soutenu les banques, donc elle a laissé les banques tomber en faillite. Ça a provoqué un phénomène de déflation. Et bien évidemment, une situation qui s'est accélérée avec à un certain moment le protectionnisme en 1930, d'accord? Et puis un chômage qui a explosé à la hausse, et cette situation qui a dégénéré jusqu'en 1932. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a appris des leçons du passé. Donc, ne serait-ce qu'en 2008, Bernanke, c'était l'ancien président de la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, a fait une thèse sur 1929, d'accord? Son doctorat, il l'a fait sur 1929 et il a dit on ne va pas revivre la même chose. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a soutenu les banques, il a soutenu l'économie. D'ailleurs, à l'époque, on avait remis 700 milliards de dollars aux banques et ça a continué, les marchés avaient continué de baisser. Sauf que là, en 2020, le programme est sans commune mesure avec 2008. C'est sans commune mesure, l'argent coule à flot. D'accord? Et on a trouvé le secret. Le secret, c'est que il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inflation, il n'y a aucun souci, etc. Mais on est face à une situation exceptionnelle. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que le coronavirus, c'est fini? Première question. Deuxième question. Est-ce qu'on est sûr que l'économie va repartir rapidement? Parce qu'encore une fois, les actions, ce sont des bénéfices futurs. Quand tu vois un cours d'action, c'est combien de bénéfices on projette à l'avenir. Est-ce que le problème de la dette est réglé? Est-ce que la croissance va redevenir forte? Est-ce que les relations entre États, là par exemple, même on tape sur la Chine, on parle de protectionnisme, on parle de se replier,
est-ce que le chômage va diminuer rapidement? Parce que le problème, c'est que quand des personnes se retrouvent au chômage, c'est très difficile pour elles de revenir sur le marché du travail. Et qui dit chômage dit moins de recettes fiscales. Ça veut dire également une situation qui aura de la peine à redémarrer parce que la demande va diminuer, les impôts vont diminuer et donc la dette va continuer d'augmenter. Donc, ça nous amène à... Donc ça, c'est les questions qu'il faut se poser, d'accord? Les questions qu'il faut se poser. Et puis, bien évidemment, on n'a pas vu encore les faillites. Et n'oubliez pas, mars, avril, nous sommes le 5 mai. Hein, le 5 mai. D'accord? Ça veut dire 2 mois. Hein, 2 mois. Je pense qu'on peut attendre un petit peu. D'accord? Un petit peu d'humour. Et donc, moi, je pense que 1929, le seul, comment dirais-je, reproche qu'on pourrait faire à cette analyse, c'est de dire, oui, mes amis, à l'époque, il n'y avait pas la Fed, à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens financiers. Ça, c'est l'argument qui est important. Eh bien, on va se baser sur 2008. Ça vous va? On va se baser sur 2008. Est-ce que vous kiffez ou pas? Le revenu universel, je ferai une vidéo parce qu'effectivement, c'est un thème d'actualité. Yes, oh yes, agir, mettez-moi du agir. Là, il y a combien de likes? Je vois quasiment 5000 personnes, 2700 likes. Faites-moi exploser, comme ça j'analyserai la partie 2008. Vous kiffez ou pas? Je sais pas quelle heure. Waouh, il est quasiment minuit à Dubaï. On a démarré à quelle heure? On a démarré à 22h30. Les amis, vous voulez que j'agisse ou pas? Vous voulez du agir? Bon, donc, dernière partie, 2008. Je pense qu'effectivement, là, ça va être intéressant pour tout le monde. Et on ne va pas regarder que les États-Unis. On va commencer par les États-Unis, d'accord? Les États-Unis, donc ici, vous avez le plan massif d'aide à l'économie en septembre. C'est là. 700 milliards, c'est là. Hein. Là, c'est 700 milliards de dollars. Mais en fait, ça baisse fortement. Et plusieurs entreprises, etc. C'est-à-dire que la panique, elle ne s'est pas arrêtée là. Hein. Elle a repris par la suite. Et ça s'est fait rapidement. C'est-à-dire qu'il y a eu juin, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et bien évidemment mars, on a eu le retournement. Ça, c'est pour les États-Unis. Ensuite, on a eu effectivement une forte hausse, pullback, hausse, pullback et ensuite c'est reparti à la hausse. Maintenant, on va voir d'autres marchés qui ne sont pas les États-Unis. Par exemple, l'Italie. On voit une situation qui est quand même très différente du marché américain. On voit le marché qui s'effondre, qui dessine un point haut, mais après en fait on a tout ce qui est problème de la dette et compagnie, et c'est là où Draghi intervient et commence à dire whatever it takes, c'est-à-dire on va mettre de l'argent, on va mettre du cash, on va mettre du cash. Mais j'ai envie juste de soulever votre attention. Est-ce que la bourse italienne a explosé à la hausse? Est-ce qu'une personne qui a acheté là en août ou en mai 2008, elle gagne de l'argent aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas eu effectivement ici l'Italie qui est repartie à la hausse puisque les États-Unis sont repartis à la hausse? Je vous pose la question. Et on a bien évidemment la même chose avec l'Espagne. Même situation. Vous voyez l'Espagne? La même chose. On a eu le crack de 2008. On a eu un rebond et puis rien. Vous voyez? Ça n'a pas repris. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Je vois entreprise dette, 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 manque de cash, croissance. Est-ce que la croissance était extraordinaire? On est d'accord? On prend un autre pays, l'Allemagne. Est-ce que la situation allemande était meilleure que celle de l'Italie et que celle de la France? L'économie,
allemande était bien meilleure que celle de l'Italie et que celle de l'Espagne et même que celle de la France? La réponse est oui. Est-ce que l'Allemagne s'est désendettée et finalement ils ont quand même un excédent commercial, un faible taux de chômage, donc une très bonne économie. Très bonne économie. Et donc vous voyez un peu l'ingrédient qui permettra de reprendre et de faire en sorte que la bourse se reprenne. Ça va être la croissance, ça va être une dette, d'accord, mesurée. Bien sûr, les États-Unis ont cette force de frappe et ça va être également l'innovation. Qu'est-ce qui a permis aux États-Unis d'exploser dans les années 2010? Quelles sont les actions qui ont réellement tiré le S&P vers le haut? Quelles sont les actions qui ont tiré le S&P vers le haut dans les années 2010? Les GAFAM, on est d'accord? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, d'accord? Sont des actions qui ont explosé. Et on va revenir sur ces actions. Apple, vous voyez, santé insolente, 2009, et boum, d'accord? Microsoft, ça a explosé à la hausse. J'ai mis Amazon. Ce sont ces actions qui ont explosé. Quand tu prends par exemple, je ne sais pas moi, du Kraft aux États-Unis, d'accord, ça c'est une action qu'avait Buffett. On va mettre. Il y a des actions qui se sont bien comportées, mais par exemple Disney. Vous voyez, les actions qui ont vraiment exporté. Donc on voit bien cette notion de croissance. Est-ce que vous la comprenez? C'est-à-dire ce qui va porter la bourse à la hausse, je parle bien des fondamentaux. Il y a le côté psychologique, il y a bien évidemment la Fed, mais la Fed, ça vaut rien. Je pense que je vous l'ai prouvé ou pas avec l'exemple de l'Italie et de l'Espagne. Est-ce que la BCE a permis à la bourse italienne d'exploser à la hausse et à la bourse espagnole d'exploser à la hausse? Est-ce que ces bourses ont explosé à la hausse? Il y a quelqu'un qui t'a mis, elle est où ton énergie? Là, je suis sérieux, là je suis sérieux. Est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez le raisonnement? Il y a eu du quantitative easing. Ça n'a pas suffi à propulser l'Italie à la hausse, l'Espagne à la hausse. Et ces pays aujourd'hui sont endettés. Donc à un certain moment, quand tu es trop endetté, quand la dette elle est trop importante, d'accord? La dette elle est trop importante. La croissance, elle est faible. Et c'est le cas aujourd'hui dans les pays. Aujourd'hui, c'est quoi les problèmes? On a dette importante. D'accord? On parle de 340 000 milliards de dollars de dette mondiale. De dette mondiale. On a une croissance mondiale qui va baisser. On a des QE excessifs, mais à un certain moment, il faudra payer l'addition. Tu t'endettes, donc il faudra trouver des solutions. Soit on augmente les impôts, on taxe les plus riches. D'accord? Et on a un chômage massif. Même en 2008, on n'avait pas ce chômage. Donc, est-ce qu'on a tous les clignotants au vert pour que l'économie explose à la hausse? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a tous les clignotants au vert? On se dit, ok, ça c'est validé. Validé. Tout ça fait que la bourse, elle est au top. Elle va exploser à la hausse. La réponse est non. Donc c'est ça ce qu'il va falloir. C'est-à-dire que pour avoir une bourse qui monte, la Fed ne suffit pas. Les QE ne suffisent pas. Donc il y a quelqu'un qui me disait qu'est-ce que tu proposes pour la France? Premièrement, je ne suis pas ministre, je ne suis pas homme politique et ce n'est pas mon job. Mais justement, il y a, franchement, c'est un job extrêmement ingrat parce que ce sont des grosses réformes qu'il va falloir mener sur le marché du travail, sur
plein de choses, la diminution de la dette, l'investissement dans la recherche, l'innovation, le fait à un certain moment de se serrer la ceinture. Et tout ça, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, ça peut demander pas mal de temps. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est juste qu'à un certain moment, est-ce que les gens vont vouloir y aller? Et puis, dernier point, on va avoir énormément de gens qui vont aller à la retraite dans les prochaines années. Donc, on a les baby boomers qui arrivent à l'âge de la retraite. Et donc, les déficits qui vont continuer d'augmenter. Et donc, pour conclure, moi, mon point de vue, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir une hausse artificielle entretenue par la Fed, et ça ne me dérange pas du tout, mais je tenais à faire cette analyse fondamentale et à l'appuyer avec des faits, avec des graphiques, pour vous montrer que c'est intéressant d'investir, c'est toujours intéressant d'investir, mais pas d'investir n'importe comment. Il faut vraiment avoir une stratégie, il faut vraiment que cette stratégie elle colle à votre profil, il faut vraiment que vous ayez une compréhension des marchés financiers, d'accord? Et puis agir intelligemment, pas ça monte, c'est bon, c'est d'accord. On aura le temps de voir des opportunités. Moi d'ailleurs, c'est mon job. Je sais qu'effectivement on va avoir des opportunités. Je pense qu'effectivement on va également tirer les leçons. Je suis quelqu'un d'optimiste. Donc quelles sont les solutions? On va tirer vraiment des leçons sur un plan collectif. Donc moi je ne suis pas totalement négatif. Maintenant il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas comment ça va se passer. Comment Trump va réagir. Là, on est en train de taper sur la Chine. Les relations, parce que le commerce international participe à la croissance également mondiale. Alors, beaucoup de gens disent, oui, mais on n'a pas besoin. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Mais je ne peux pas tout développer aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement, vous avez eu un tour d'horizon. Voilà. Est-ce que vous avez kiffé, les amis? J'espère que vous avez kiffé.